Bienvenue dans On Cause, le podcast qui écoute les galères et les rebonds face au cancer. Dans cet épisode, découvrez les témoignages sincères et les parcours de vie de jeunes adultes touchés par la maladie, accompagnés d'un intervenant professionnel. Le tout sans tabou. Ce podcast vous est proposé par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Retrouvez en description tous les liens utiles sur les dispositifs et accompagnements abordés dans l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de On Cause. Je suis Amélie, l'animatrice du podcast. On Cause, c'est un rendez-vous tous les premiers mardis du mois où on discute autour d'un sujet précis avec des jeunes adultes touchés par un cancer et un intervenant professionnel. Parce que être jeune adulte, c'est déjà beaucoup de chamboulements et pour certains, il y a le cancer qui s'ajoute et ils sont souvent isolés ou perdus face à la situation. Par exemple, dans les services d'oncologie adulte, il y a des écarts d'âge qui sont très importants et les plus jeunes ne s'y retrouvent pas forcément. C'est pourquoi le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer a décidé de créer ce podcast. Donc, dans ce premier épisode, on va vous parler du podcast, du but qu'il a. On va également vous parler de ce qui vous attend par la suite, mais on va surtout vous présenter les jeunes adultes que vous retrouverez dans les prochains épisodes. Ils sont là autour de moi, donc je vous propose de faire un tour de table pour vous présenter prénom, âge, quelque chose d'assez classique. On commence par ma gauche. Salut, moi c'est Bilal, j'ai 25 ans. Bonjour Amélie, moi c'est Gina, j'ai 34 ans. Bonjour, moi c'est Yuri et j'ai 25 ans. Bonjour, moi c'est Jenny, j'ai 30 ans. Bonjour à tous les quatre, bienvenue, merci de participer au projet. Et donc avant, je parlais de la question de l'écart de l'âge dans les services d'oncologie adulte. Est-ce que je pose la question à toi, Jenny, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ? Alors oui, très nettement. Alors il y a deux volets différents, je dirais. Je ne l'ai pas tant ressenti au niveau des soignants ou de l'équipe médicale. Alors soit parce que, de par leur posture professionnelle, ils sont amenés à avoir un peu de recul, ou alors parce qu'ils consultaient ma date de naissance en amont, donc finalement ils le voyaient. Mais pendant mes traitements, j'ai été régulièrement hospitalisée une semaine complète, donc je voyais les autres personnes qui étaient à l'hôpital. Et là, il y a un côté, alors même si c'est juste pour personne d'avoir cette maladie, je le souhaite à personne, mais il y a un côté de se dire, mais j'ai rien à faire là. Il y a un côté, mais ma vie, elle est dehors, il faut que je vive ma vie. Et voilà, il y a ce côté-là. Et puis après, c'était régulièrement aussi quand il y a la famille qui venait voir les autres personnes à l'hôpital. On voyait dans le regard une forme d'incompréhension, alors de la pitié ou alors du soutien. Mais voilà, on voit que c'est particulier et ça, on le ressent quand on regarde le regard des gens. Ouais. Gina, est-ce que tu te retrouves dans ce que dit Jenny ? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai eu l'impression qu'on nous met dans une case. En fait, on est jeune et puis on ne pense pas forcément qu'on peut avoir un cancer. Et du coup, certains médecins peuvent passer à côté ou n'osent pas ou ne veulent pas qu'on fasse d'autres examens plus poussés. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, ça a été souvent le cas que, en tant que jeune patiente, qu'on ne soit pas forcément écouté, entendu et qu'on nous croit, en fait, sur ce que l'on a, sur nos douleurs, nos symptômes. Et pareil, comme toi, Ginny, à l'hôpital, c'est vrai que lorsque j'étais en chimiothérapie, je me retrouvais souvent dans des chambres avec des personnes qui n'avaient pas mon âge ou lors des PET scans. C'est vrai. Et il y a aussi un sentiment de solitude qui peut se créer. Bilal, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti ? Oui, totalement. Quand j'allais à l'hôpital, du coup, j'avais 17 ans et toutes les personnes que je pouvais croiser, c'était des adultes et des gens vraiment plus âgés que moi. Donc oui, totalement. Ouais, c'est pour ça donc le comité du Bas-Rhin a décidé de créer ce podcast pour montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls et qui ne sont pas non plus anormaux. On Cause, c'est vraiment un espace d'échange libre, sans tabou. On va parler de vos appréhensions, échanger librement. C'est d'ailleurs la signification du nom, si vous ne l'aviez pas encore compris. Donc On Cause, onco qui est le diminutif de oncologie, ose pour oser parler, oser mettre des mots sur la maladie et relier ensemble, le jeu de mots, on cause, on parle. Est-ce que vous, déjà autour de la table, vous l'avez ce... Oui, quand même. Ok, oui. Je pense qu'à la maison aussi, c'est bon, vous avez compris. Et donc, je propose qu'on parle un peu plus de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de cancer vous avez eu, à quel âge, les traitements que vous avez suivis et nous parler rapidement de votre parcours. On va faire dans l'autre sens, du coup, Ginny. Alors moi, donc ça date un petit peu, c'était en 2016, donc à ce moment-là, j'avais 22 ans. J'étais
j'étais dans ma période d'études officiellement, mais j'ai décidé de faire une petite pause parce que, comme beaucoup de jeunes, je ne savais pas si j'avais choisi la bonne voie, si c'était le bon truc. Et là sont apparus les premiers symptômes. Donc ça a été des symptômes, j'aime bien préciser, qui étaient assez simples. Hein. Donc ça va de la petite douleur à la tête, des saignements de nez, une petite fièvre par-ci par-là, un ganglion qui fait un petit peu mal. Donc à chaque fois je consultais, parce que ce qui me faisait consulter, c'était vraiment la durée. C'est que ça, voilà, sur le long terme, ça s'installait. Et il y a eu une grosse errance médicale pendant à peu près 6-7 mois, où à chaque fois j'étais renvoyée à la maison, où on me disait c'est rien. Jusqu'à ce que j'insiste un petit peu et que je vois un autre médecin, et là le diagnostic tombe. Donc j'ai eu un cancer du cavum nasal, qui est un cancer relativement rare, donc, qui se situe à l'arrière du nez, donc c'est un cancer du nasopharynx. Et qui était positif au virus d'Epstein-Barr. Mon cancer est lié à un virus. D'accord. Et donc là, tu as commencé des traitements ? C'est ça, dans la foulée. On est au mois de juillet 2016, et dans la foulée, 2017, pardon. Dans la foulée, j'ai commencé les traitements intensifs pendant 6 mois et demi. Et quel traitement tu as suivi ? Alors moi, j'ai fait une première chimiothérapie néoadjuvante. L'idée était de diminuer la taille de la tumeur initiale, puisqu'elle faisait 7 cm, donc c'était un peu de la cadrer. Et ensuite, j'ai fait chimio-radiothérapie. D'accord. Donc j'ai fait 35 séances. Ok. Yuri, je me tourne vers toi. Alors moi, j'ai eu un cancer pédiatrique. Donc je suis tombé malade à l'âge de 14 ans. Donc ça commence à faire un petit moment maintenant. J'étais en section sportive à ce moment-là, au collège. Et donc, j'ai des douleurs qui sont arrivées au moment du sport. J'ai consulté et diagnostic, j'ai eu un ostéosarcome, donc une tumeur osseuse au niveau du tibia gauche. Donc, quand on est enfant, c'est encore un peu différent, mais du coup, l'école s'arrête et... moi, j'étais hospitalisé pendant un peu plus d'1 an, avec 5 mois de chimiothérapie, 2 mois de pause pour une chirurgie, et puis de nouveau 5 mois de chimiothérapie. Donc en tout, j'ai eu une 40aine de chimiothérapies. Et voilà. D'accord. Donc tu disais que tu as eu ce cancer à l'âge de 14 ans, mais est-ce qu'il a tout de même impacté ta vie d'adulte par la suite ? Il a... grandement impacté ma vie d'adulte, parce que du coup maintenant j'ai eu des séquelles, on va dire, de cette pathologie qui ont influé sur mon projet professionnel, les effets secondaires que je peux avoir, ma relation avec les autres et mes capacités motrices, tout simplement. Ouais. Donc mon style de vie a un peu changé, a été influé par ça, c'est sûr, mais on en parlera plus amplement. Je vis très bien avec, ouais, c'est ça. Dans les prochains épisodes, on en parlera plus amplement. Gina ? Alors moi, j'ai eu un cancer du côlon avec une métastase au foie qui a été diagnostiquée le 23 décembre 2023. Avant, il y a eu une grande errance médicale où en fait, on m'a mis dans une case parce que je suis une jeune patiente. J'avais 33 ans et du coup, j'avais des symptômes, mal au ventre, crise abdominale, j'ai une fois des pertes de sang dans mes selles et du coup, j'ai été j'ai été consultée un gastro-entérologue qui m'a fait une rectoscopie et il m'a dit que tout était parfait, qu'il m'a seulement donné des antispasmoïques et en fait les douleurs ont continué, donc du coup je suis allée voir un autre médecin. Donc je lui ai rappelé et dit quels étaient mes symptômes. Pareil, elle n'a pas voulu faire d'examen plus poussé jusqu'à ce qu'il y ait mon premier médecin traitant qui lui m'envoie faire une échographie et à ce moment-là du coup on a vu qu'il y avait quand même une volumineuse métastase au niveau du foie. Suite à ça j'ai fait du coup une ponction du foie et cette ponction a révélé que ça venait des intestins. Du coup il a fallu faire une coloscopie en urgence. J'ai commencé d'urgence la chimiothérapie, j'ai fait 13 cycles de chimiothérapie et j'ai également eu une opération donc en fait, j'ai fait 9 chimiothérapies, puis l'opération, puis de nouveau 4 chimiothérapies. D'accord. Un parcours assez intense tout de même. Comment est-ce que tu l'as vécu ?
En fait, pour moi, le diagnostic qui a été posé donc, le 23 décembre 2023, ça a été pour moi un grand soulagement. En fait, je me suis dit, voilà, maintenant, ça y est, les mots sont posés, on peut aller de l'avant, on peut se battre, mais la vie ne s'arrête pas là, en fait. Pour moi, la vie, il fallait qu'elle continue à être vécue, et voilà. Bilal, à toi. Du coup, moi, j'ai eu une aplasie médulaire en 2017 ou 2016, je ne sais plus. En tout cas, j'avais 17 ans. À la base, ça a commencé avec une hépatite. On n'a pas trop su savoir d'où est-ce qu'elle venait. Donc, au bout d'1 mois, quand j'étais guéri de cette hépatite, on a remarqué que j'étais encore fatigué, que j'avais des problèmes. Du coup, j'avais vu avec mon médecin traitant à l'époque qu'est-ce qu'on pouvait faire, s'il y avait des tests à faire ou quoi. Au final, il ne m'a pas vraiment orienté, il ne m'a pas du tout aidé. Du coup, c'est grâce à ma mère qui a une amie qui travaillait au NHC qui lui a demandé du coup qu'est-ce qu'on pouvait faire. Du coup, grâce à elle, on a fait une prise de sang. Ils ont remarqué qu'il fallait faire des tests approfondis au niveau de la moelle parce que du coup, les cellules de la moelle produisaient pas en bonne quantité, en fait, les cellules de la moelle, donc les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges. Du coup, ça, c'est les symptômes de l'aplasie médulaire. Donc, pour les traitements de l'aplasie médulaire, ça a mis un peu de temps avant qu'on les commence, parce qu'avec ma mère, on n'était pas sûr, en fait, on n'était pas vraiment prêt en fait, à se lancer là-dedans. On ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, s'il fallait un peu attendre, si avec le temps, ça allait aller mieux. Mais du coup, on a mis, je crois, 1 an du coup, avant de se lancer, de commencer le premier traitement. Le premier traitement, du coup, c'est un sérum anti-lymphocytaire de cheval. Donc, c'est assez spécifique pour l'aplasie médulaire. C'est pas très long. J'ai un peu de chimio. Enfin, c'est une espèce de chimio, justement, pour avoir ce sérum-là. Et après, je sors de l'hôpital et j'ai des immunosuppresseurs que je dois prendre sur plusieurs années. Du coup, j'ai fait ça s'est bien passé. Pour moi, ça allait bien, ça allait de mieux en mieux même. Donc ça, c'était en 2019. Du coup, vu que ça allait de mieux en mieux, j'ai commencé à ressortir, etc. Et un peu plus tard, on arrive en 2021. Je retrouve un travail, je commence à retravailler. J'étais assez heureux dans ma vie. Et là, on découvre qu'il y a un problème avec la maladie, du coup, avec l'aplasie médulaire, qui commence à évoluer. En fait, je vois ça avec mon médecin en immunologie. Il me dit de faire des tests complémentaires parce qu'il a vu que la prise de sang était un peu bizarre. Et avec ces tests, ils ont remarqué qu'il y avait des cellules anormales et que du coup, ma moelle produisait des cellules anormales. Ce problème-là, il est assez grave parce que si on ne fait rien très vite, il peut y avoir une autre maladie du coup, qui évolue en autre maladie et ça aurait été une leucémie myéloïde aiguë. Donc on a agi très vite. Au bout d'1 mois, j'étais déjà à l'hôpital en chambre stérile. Et du coup, le traitement, c'est une greffe de moelle osseuse. J'y suis resté pas mal de temps. J'ai eu un peu de chimio juste avant de recevoir la greffe. Ah oui, j'ai pas dit la greffe, faut un donneur compatible. Et là, c'était ma sœur, du coup, qui était compatible qu'à moitié. J'étais obligé de faire ça vu qu'il y avait que ça, donc haplo-identique, ça s'appelle comme ça, à moitié, identique à moitié. Donc avec ça, il y a eu pas mal de complications. Et puis j'en suis aujourd'hui, donc en 2025. Avec toujours des petites complications par-ci par-là à cause de la greffe, des complications qu'il y a eu, des médicaments que j'ai pris. Et voilà, pour le moment, j'essaye de rester debout et de continuer à vivre tant que je peux. Et voilà. En tout cas, tous les quatre, vous avez des parcours très différents, que ce soit dans le type de la maladie, même les traitements, la durée des traitements, etc. Donc je suis très contente de vous avoir autour de moi pour qu'on puisse en dire plus sur votre parcours, sur vos chamboulements et également donner des conseils à ceux qui nous écoutent, les sensibiliser. Et justement, quand on vous a parlé une première fois de ce projet et qu'on vous a proposé de participer, qu'est-ce que vous vous êtes dit et pourquoi vous avez finalement décidé de vous lancer dans l'aventure? Yuri, je me tourne vers toi en premier. Bah moi, la première fois, j'ai trouvé...
quand l'idée était en construction, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je me suis dit, ça peut être très intéressant, surtout que moi, j'ai toujours été, depuis que je suis sorti de la maladie, que je ne suis plus en traitement, que j'ai fini ma rééducation, etc., j'ai toujours été dans l'optique de pouvoir aider comme je peux les patients, les patients actuels, les anciens patients. Et donc pour moi, c'était un moyen de le faire. Et j'espère que les prochaines vidéos qu'on tournera se passeront bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, de toute façon. Et Ginny, Gina et Bilal, est-ce que vous aviez les mêmes raisons ou des raisons différentes ? Alors moi, déjà, le contexte, je ne sais pas, Yuri, si tu as assisté à la naissance du projet. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, on m'a partagé le projet, il était déjà... Il allait avoir lieu, quoi. Donc j'ai pas participé à la création, mais bel et bien quand il avait déjà lieu. Donc la psychologue de la Ligue est venue vers moi parce qu'elle m'avait encore dans son portefeuille sans doute de contact. Alors au début, je me suis pas sentie concernée parce que moi je me suis dit jeune. Alors, je me dis ok, j'ai eu à 22 ans, mais bon, c'est pas si jeune. Et aussi aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc je me suis pas sentie la première concernée. Donc je me suis dit mon parcours, il va pas être intéressant, ça correspond pas exactement à ce qui est demandé. Donc après, j'ai été transparente, j'ai fait part de mes craintes et elle m'a dit si, parce que finalement, ce qui fait la force, c'est qu'on ait justement tous des parcours différents et qu'on ait tous eu des choses différentes et avec du recul aussi plus ou moins important sur la maladie. Pour moi, après, c'était évident que je participe. Si c'était OK pour elle, pour moi, c'était évident parce que il y avait un double côté. Il y avait un côté thérapeutique pour moi. J'ai déjà pensé, comme j'ai un recul là sur 8 ans de la maladie, j'ai déjà pensé plusieurs fois à écrire un livre, à faire des mémoires comme ça. Mais j'étais pas prête. Parce que ça veut aussi dire, faut se dire qu'écrire un livre, par exemple, il faut se replonger dans sa maladie pendant des semaines. Ça, j'étais pas prête. C'était beaucoup trop tôt pour moi. Et là, je trouvais que c'était le bon moment. J'ai suffisamment de sensibilité encore à tout ça, mais en même temps, je sais que je peux garder aussi une certaine distance. Donc, il y a un côté pour moi, mais il y a aussi, je sais pas, une sorte d'évidence que oui, si mon parcours peut servir à quelqu'un, même une personne sur Terre, c'est important. On est très content de vous avoir, encore une fois. Je me répète, mais oui, c'est important de le dire. Pour toi, Bilal ? C'est un peu pareil, je me vois un peu là-dedans. Et il y a aussi le fait que ça fait longtemps que j'avais envie d'enregistrer un podcast ou des vidéos ou quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que c'était l'occasion sur un sujet qui me parle, vu que ça fait partie de ma vie. Donc voilà, je peux en parler, je suis légitime à en parler, donc je me suis dit que ça peut le faire. Donc allez, c'est parti. Et ça me va. Et voilà, le projet est bien lancé maintenant. Et comme je le disais au début, donc vous serez toujours un ou deux dans chaque épisode, mais il y aura aussi un intervenant professionnel. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est pertinent qu'on donne aussi la parole à un intervenant ? Parce que je me dis, il y en a certains qui peuvent se penser qu'on aurait pu faire un podcast 100% entre jeunes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous demande votre avis. Gina, par exemple. Oui, tout à fait. Je trouve ça super intéressant d'avoir un intervenant ou une intervenante qui soit présent avec nous, parce que c'est vrai que chacun d'entre nous a un vécu qui est complètement différent, quoi. Donc c'est vrai d'avoir un point de vue neutre, en fait, d'une personne extérieure. Je trouve ça super, et que du coup, les personnes qui nous écoutent ici peuvent se retrouver dans les différentes personnes, que ce soit du point de vue médical, ce que la psychologue, par exemple, peut apporter, ou sinon de nous en tant qu'intervenants, nos vies différentes, nos parcours de vie différents. Je trouve ça super intéressant. Top. Ouais. Pour moi, c'est très important d'avoir, lors de notre discussion, déjà l'avis d'un spécialiste. Et ça permet aussi, le fait qu'il soit là, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui n'a pas vécu la maladie. Objectif. C'est ça. Il aura une autre manière de voir la question que nous. Et donc, ça peut qu'enrichir le débat, je pense. Pour moi, c'est pas du tout un mauvais point. Tant mieux alors. On a fait le bon choix. Ça permet peut-être aussi de désacraliser la chose, c'est-à-dire pour les personnes qui ont peut-être peur d'en parler à des professionnels, quels qu'ils soient, psychiatres, médecins, psychologues, diététiciens, ça permet peut-être de déjà avoir une première approche de comment eux
prennent les choses, et donc peut-être d'ouvrir la voie et de se dire, ah bah tiens, finalement, ils sont ouverts au sujet, à la discussion, et ça montre aussi que c'est quelque chose il y a des personnes, il y a des professionnels qui se spécialisent là-dedans, et donc ça peut être intéressant aussi. Oui, tout à fait. Surtout que l'intervenant, ce que je veux dire, c'est que souvent, à ce moment-là, vous êtes dans une période de flou, il y a des dispositifs, des accompagnements qui existent, mais encore, il faut les connaître, trouver la personne qui peut vous informer. J'imagine que même vous, après la maladie, vous aviez encore des questionnements sur soit des effets secondaires ou des choses que vous avez traversées où vous vous dites mais pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et c'est vrai que l'intervenant est là aussi pour expliquer certaines choses, même si chaque vécu est personnel, donc il va donner des réponses assez globales pour pouvoir parler à tout le monde, mais il va pouvoir aussi éclairer chacun sur les dispositifs qui existent. C'est aussi ça le but du podcast, montrer les accompagnements et montrer qu'en fait, personne n'est seul et qu'il y a toujours moyen de solliciter quelqu'un pour être accompagné. Pour conclure un peu ce podcast, j'ai une dernière question à vous poser. Question un peu plus profonde, c'est si là aujourd'hui, vous proposez de rencontrer votre vous qui découvre son diagnostic, qui commence ses traitements, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Parce que je sais que c'est pas une question facile. Moi, je peux commencer. Du coup, c'est effectivement une question très compliquée. Mais je pense que je lui dirais... Tout d'abord, je lui dirais accroche-toi. T'es bien entouré. Ne t'attarde pas trop sur la vie des autres et le regard que peuvent porter les autres sur toi. Et t'inquiète pas, dans 10 ans, tu tourneras un podcast. Tu deviendras une star. Merci, Yuri. Est-ce que tu y aurais cru à cette époque-là ? Non, franchement, à cette époque-là, je voulais juste survivre un peu. Oui, voilà. Et Gina, est-ce que tu peux te lancer ? Oui. L'ancienne moi, je lui dirais que toujours d'écouter son corps, de vivre au jour le jour, de peut-être parfois quand on est malade, on n'arrive pas à se projeter dans 1 mois, dans 10 mois, qu'est-ce qu'on va faire, mais voilà, de peut-être regarder la vie, ou de rêver encore, de ne pas cesser de rêver, de se dire voilà, qu'est-ce qui va se passer, de croire en fait en nous et de toujours garder confiance en soi en fait, et que se dire oui, ça va aller. Pour moi, cette annonce de ce cancer a été vraiment en fait ça a révélé en fait en moi une envie de vivre à 200%, et ça je l'oublierai jamais. C'est quelque chose que je vais garder, je pense, le plus longtemps possible. Je n'ai pas envie que cette joie de vivre s'arrête. Donc voilà, j'ai envie que ça continue. Merci Gina. Bilal ? Moi je me dirais que je dirais précisément te morfonds pas. Tu verras, la vie est belle et tu vas profiter. Donc quand tu auras l'occasion, juste profite un max et ne regarde pas en arrière. Essaye de regarder devant même si tu as du mal. Et juste profite, quoi. Merci beaucoup. Ginny, c'est à toi ? Oui, beaucoup d'émotions déjà. Moi, je lui dirais que elle n'est pas seule. Je pense que c'est quelque chose comme ça que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Parce que c'est vrai, les proches sont perdus aussi. Hein. On les emmène avec la maladie. Et je lui dirais de penser à l'après, parce que oui, il existe. Et que moi aussi, dans ces moments-là, l'après, j'y croyais pas beaucoup. Et je lui répéterais que même si... qu'elle est plus forte qu'elle le croit, qu'elle va s'en sortir. Et que je lui rappellerai qu'elle est aimée et que non, c'est pas de sa faute qui lui arrive. Moi, c'est vrai que c'était une culpabilité que je portais. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait de différent ? Pourquoi moi ? Quelque chose, j'arrivais pas, alors qu'on n'a pas la réponse. Et je lui chuchoterai qu'à travers cette épreuve, elle va découvrir en elle une force de vie qu'elle ne soupçonnait pas et qu'elle mérite d'être entourée, écoutée et aimée. C'est très beau. C'est vraiment beau.
Et je pense qu'on peut terminer ce premier épisode sur ces très belles paroles parce que le cancer, oui, c'est des galères, mais c'est aussi des rebonds. Il n'y a pas que du négatif, il y a plein de choses qui peuvent être apportées. On va en parler justement dans les prochains épisodes. Nous, on se retrouve dans un mois pour aborder la première thématique. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs quel sujet vous souhaitez que l'on aborde. Merci à tous les 4 encore de participer à ce projet. Merci de nous permettre. Merci. C'est chouette. Merci à vous de nous écouter et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître en parlant et en le partageant autour de vous. Retrouvez toutes les actions menées par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer sur nos réseaux sociaux et sur notre site ligue-cancer.net. Toutes nos activités et services sont gratuits. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est la seule association qui se bat sur tous les fronts de la maladie. À bientôt pour un prochain épisode.